La nuit de la lecture 2024. À Guingamp, autour du corps. Et la bouche dans l'histoire, le ventre qui se tend, les deux mains crispées sur la table, la tête trépanée, la colline, talons collés, pieds sur la même ligne. Et les yeux rouges comme des charbons. les yeux qu'on ferme, voient encore. Vous connaissez les 4 étapes, donc médiathèque, prison, la piscine et le presbytère. Et après, on se retrouve tous à l'espace François Mitterrand pour une soupe. Le curé s'essuya les doigts, jeta dans le feu les brins de coton trempés d'huile et revint s'asseoir près de la moribonde pour lui dire qu'elle devait à présent joindre ses souffrances à celles de Jésus-Christ et s'abandonner à la miséricorde divine. En finissant ses exhortations, il essaya de lui mettre dans la main un cierge béni, symbole des gloires célestes dont elle allait tout à l'heure être environnée, mais Emma, trop faible, ne put fermer les doigts, et le cierge, son bournisien, serait tombé à terre. Cependant, elle n'était plus aussi pâle, et son visage avait une expression de sérénité, comme si le sacrement l'eût guéri. Le prêtre ne manqua point d'en faire l'observation. Il expliqua même à Bovary que le Seigneur quelquefois prolongeait l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut. Et Charles se rappela un jour où ainsi, près de mourir, elle avait reçu la communion. Il ne fallait peut-être pas se désespérer, pensa-t-il. Et en effet, elle regarda tout autour d'elle, lentement comme quelqu'un qui se réveille d'un songe. Et puis, d'une voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps, jusqu'au moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux. Alors, elle se renversa la tête en poussant un soupir et retomba sur l'oreiller. Sa poitrine aussitôt se mit à halter rapidement. La langue tout entière lui sortit hors de la bouche. Ses yeux, en roulant, pâlissaient comme 2 globes de lampe qui s'éteignent. À la croire déjà morte, sans l'effrayante accélération de ses côtes, secouée par un souffle furieux, comme si l'âme eût fait des bonds pour se détacher. Charles était de l'autre côté, à genoux, les bras étendus vers Emma. Il avait pris ses mains et il les serrait, tressaillant à chaque battement de son cœur, comme au contre-coup d'une ruine qui tombe. À mesure que le râle devenait plus fort, l'ecclésiastique précipitait ses oraisons. Elle se mêlait aux sanglots étouffés de Bovary, et quelquefois, tout semblait disparaître dans le sourd murmure des syllabes latines, qui tintaient comme un glas de cloche. Tout à coup, on entendit sur le trottoir un bruit de gros sabots, avec le frôlement d'un bâton, et une voix s'éleva, une voix rauque, qui chantait. Souvent la chaleur d'un beau jour fait rêver fillette à l'amour. Emma se releva comme un cadavre que l'on galvanise, les yeux dénoués, la prunelle fixe, béante, pour ramasser diligemment les épis que la faux moissonne. Ma Nanette va s'inclinant vers le sillon qui nous les donne. L'aveugle, s'écria-t-elle. Emma se mit à rire, d'un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement. Il souffla bien fort ce jour-là, et le jupon, court, s'envola. Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s'approchèrent. Elle n'existait plus. On va aller à la prison, passant par le jardin public. Vous allez assister à 2 lectures d'étudiants de l'INSEA. L'œil est dans un château que saignent les frontières de ce petit vallon clos de 2 boulevards. Il a pour pont-levis les mouvantes paupières, le cil pour garde-corps, les sourcils pour rempart. Rising up, back on the streets, did my time, took my chances. When the dancing, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on all the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. Il comprend 3 humeurs.
l'aqueuse, la vitrée, et celle de cristal qui nage entre les deux. Mais ce corps délicat ne peut souffrir l'entrée à cela que nature a fait de nébuleux. Cause it's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stuck this prey in the night, and is watching us so with the eyes of a tiger. Si Tunique, tenant notre œil en consistance, l'empêche de glisser parmi ses mouvements, et les tendons poreux apportent la substance qui le garde et nourrit tous ses compartiments. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take up to the street for the kill with skill to survive. 4 muscles sont droits et 2 autres obliques, communiquant à l'œil sa propre agilité, mais par la lésion qui joint les nerfs optiques, il est ferme, toujours dans sa mobilité. Bref, l'œil mesurant tout d'une même mesure, à soi-même inconnu, connaît tout l'univers et conçoit dans l'enclos de sa ronde figure le rond et le carré, le droit et la l'envers. Rising up, straight to the top, have the guts, got the glory. With the distance, no, I'm not gonna stop. Just a man and he's trying to survive. It's the eye of a tiger, it's the threat of the night, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stuck this prey in the night, and is watching us so with the eye of a tiger. Je me suis réveillée, il faisait nuit. J'ai entendu une femme entrer et crier de me taire à la fin. J'ai demandé si on m'avait enlevé les ovaires. Elle m'a rassurée avec brutalité. J'avais été simplement curetée. J'étais seule dans une chambre, habillée d'une chemise d'hôpital. J'entendais des pleurs de bébé. Mon ventre était une cuvette flasque. J'ai su que j'avais perdu dans la nuit le corps que j'avais depuis l'adolescence avec son sexe vivant et secret qui avait absorbé celui de l'homme sans en être changé. Rendu plus vivant et plus secret encore. J'avais un sexe exhibé, écartelé, un ventre raclé, ouvert à l'extérieur, un corps semblable à celui de ma mère. J'ai regardé la feuille accrochée au pied du lit. Il y avait écrit « utérus gravide ». Je lisais ce mot « gravide » pour la première fois. Il me déplaisait. En me rappelant le mot latin « gravidus » lourd, le sens m'est apparu. Je ne comprenais pas pourquoi on écrivait cela puisque je n'étais plus enceinte. On ne voulait donc pas dire ce que j'avais eu. Ça va? Bienvenue. Alors on vient de monter, c'est trop chaud. Je fis sa connaissance à Hastings, ville qui donna son nom à une célèbre bataille, plage élégante, qui est à peu près de tous les endroits que je connais, celui où l'homme a le plus scientifiquement défiguré la mer. C'est un endroit sans pareil pour fumer un cigare, dans un complet de flanelle de bonne coupe, entre le clapotis des flots domestiqués et les accords d'un orchestre hongrois, mais pour les gens qui aiment l'eau libre, les coins de falaises tranquilles, ça n'est pas ça. Et ça n'était pas ça, évidemment, pour un homme d'élégante apparence que je rencontrais jour après jour sur cette grève boulevard, et ce fut probablement ce qui nous attira l'un vers l'autre. Nous échangeâmes l'après-midi des opinions sévères sur la localité et ses habitants, et le lendemain, nous trouvant ensemble à l'heure du bain, nous allâmes de compagnie à brasses tranquilles vers le large, où la mer, loin des petits enfants qui jouent sur le sable, des jeunes dames bien trop bien habillées et des orchestres à Rambourg, ressemble vraiment à la mer et reprend son indépendance.
Il nageait dans la perfection. Ce n'était ni le style impeccable d'un Haggerty, ni le coup de pied formidable d'un Jarvis, mais l'allure d'un homme qui a l'habitude de l'eau et s'y trouve à son aise. Dès lors, nous prîmes régulièrement nos bains ensemble. Il n'était pas bavard, et je l'étais encore moins, de sorte que plusieurs semaines s'écoulèrent sans qu'aucun de nous deux se souciât d'apprendre sur l'autre autre chose que ce qu'il avait bien voulu raconter. Il m'annonça un matin qu'il partait le soir même, et quelque peu à ma surprise ajouta qu'il habitait une petite propriété du Divonne et qu'il serait heureux de me voir si je pouvais trouver le temps d'aller passer quelques jours avec lui. Il fit miroiter à mes yeux les délices des pipes fumées à plat ventre dans l'herbe drue, et surtout me parla d'une pièce d'eau qui lui appartenait, auprès de laquelle la mer, à Hastings, n'était qu'un bassin malpropre et sans charme. J'acceptai son invitation et je m'y rendis un mois plus tard. Ce qui est grave est que nous savons qu'après l'ordre de ce monde, il en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée. Inlassable et démesurée. Et qu'est-ce, au juste, que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer, quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons pas. Et nous disons alors conscience, du côté de la conscience. Mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors, il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On peut dire, il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture qui vient immédiatement à l'esprit. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, d'avoir faim sans appétit. Et alors, l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand paix que je ferai. Mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais pas le besoin d'y penser. C'était des mots, inventés pour définir des choses qui existaient ou qui n'existaient pas, en face de l'urgence pressante d'un besoin. Celui de supprimer l'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne, de mon moi qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est une explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place, mon corps. Sous les pressions exercées autour de Carcasse pour déplacer sa position et nettoyer l'emplacement, sous la poussée craquait le roche Carcasse, qui s'était pourtant durci dans ses dernières certitudes,
qui s'était pourtant gravée sur la surface une figure verticale. Des lignes de faille traversent Carcasse aux endroits inattendus, et de soudaines béances se découvrent aux endroits qui pourtant soutenaient solidement tout de Carcasse. Et le roc se brise en petits cailloux. Et les cailloux ne produisent rien d'étincelle qui au moins ranimerait les ardeurs éparpillées. Alors, crie la montagne et casse. Penche, Carcasse, plus que de raisonnable, et ne se retient plus à la base de ses pieds et décolle. Et une dernière fois, se déploie dans les airs, mais sans joie, Carcasse, et sans victoire. La déambulation se termine. Merci de votre participation. Merci, ça va passer vite. On a une dernière ligne droite à assurer et une dernière épreuve à surmonter avant la soupe. Il faut qu'on franchisse la venelle de l'enfer qui est dans mon... Voilà,